Bonjour à tous. Bonjour Sylvia Kérouz. Bonjour. Bonjour Jean-Michel. Alors, vous êtes en France, Sylvia, depuis quelques jours. Vous êtes en disponibilité de recherche. Et donc, nous avons saisi cette belle occasion pour adapter l'agenda du séminaire Jeux, Régulation, Éthique et pour pouvoir vous recevoir. Donc, un grand merci. Alors, Madame le professeur Juliette Dion-Dury n'a malheureusement pas pu se rendre disponible aujourd'hui. Elle vous prie de bien vouloir l'excuser. Monsieur Jean-Michel Coste est également présent aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Michel. Donc, avant de commencer le jeu des présentations et des questions, quelques mots de rappel pour les personnes qui se sont inscrites en ligne. Quelques mots de rappel sur en fait la tonalité, l'objectif du séminaire. Donc c'est un séminaire qui porte l'intitulé Jeux, régulation, éthique. Il s'inscrit dans la collaboration d'un travail de recherche sur les figures du jeu qui est dirigé par le professeur Juliette Dion-Dury dans le cadre du GIS Jeux et Société. Et donc en qualité de maître de conférence en droit privé, j'ai la responsabilité pendant 2 ans d'animer ce séminaire. Et Madame Juliette Dion-Dury est professeure de littérature comparée. Donc le format, c'est en termes de durée, c'est un séminaire qui va durer à peu près 1h30, 2 heures, qui a lieu en visioconférence. Donc nous sommes actuellement sur le site du campus Condorcet. Et parmi les personnes qui s'inscrivent, pour que vous sachiez, il y a des chercheurs, beaucoup, des opérateurs économiques et des étudiants inscrits en master, le plus souvent au doctorant. Puis l'enregistrement, vous l'avez peut-être constaté si vous êtes des habitués du site Ludocorpus, l'enregistrement est diffusé de manière totalement ouverte. Alors, la première partie du séminaire dure environ 1 heure. Elle est consacrée à la présentation du chercheur invité, donc aujourd'hui Sylvia Kérouz. Et puis 45 minutes environ seront consacrées pour répondre aux questions des personnes qui se sont inscrites au séminaire, et pour évidemment participer à un dialogue constructif sur le jeu. Alors, nos invités, donc Jean-Michel Coste, socio-épidémiologiste, nous avait fait l'honneur d'être notre premier invité le 8 janvier dernier. Donc l'enregistrement de l'interview d'ailleurs est sur le site Ludocorpus grâce au travail remarquable de Monsieur Boris Noyer, qui est responsable de la gestion administrative et de la valorisation du GIS Jeux et Société. Sylvia Kérouz, vous êtes donc notre deuxième invitée et vous collaborez avec Jean-Michel Coste sur des projets de recherche. Vous aurez l'occasion de nous en reparler. Vous êtes professeur titulaire au département de sociologie et d'anthropologie de l'Université Concordia à Montréal. Vos travaux de recherche sont financés par les Instituts de recherche en santé du Canada, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et le Fonds de recherche du Québec Société et Culture. Et vous êtes titulaire de la chaire de recherche sur l'étude du jeu. Et entre autres choses, mais vous aurez l'occasion de revenir sur ce point, vous dirigez l'équipe en partenariat clinique Hermès. Et autre projet que nous avons évoqué ensemble, vous animez, enfin c'est un de vos projets, le laboratoire sur les habitudes de vie, c'est ça, et les dépendances de l'Université Concordia. Alors, je vais vous laisser la place, et puis comme ça nous allons pouvoir commencer l'entretien. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre parcours, finalement, quelles furent les étapes qui vous ont conduit à vous intéresser au jeu, peut-être plus spécifiquement au jeu d'argent, mais ça reste ouvert. Et je crois quand on avait préparé ensemble l'entretien, vous aviez évoqué la perspective de santé publique critique, j'avais noté, ainsi que finalement vous êtes intéressé au rôle des politiques publiques. Alors comment est-ce que vous êtes arrivé à... Oui. Merci beaucoup pour l'introduction et pour l'invitation. Je suis une adepte de vos événements, donc là, je me vois de l'autre côté de la caméra en ce moment, c'est intéressant. Je vais parler un peu de mon parcours. Je me définis comme une chercheure multidisciplinaire à la base. Mon parcours a débuté avec une formation de maîtrise et de doctorat en psychologie sociale. Après, j'ai fait un stage postdoctoral spécialisé en
l'épidémiologie sociale critique, en fait, en santé publique critique et slash sociologie, c'est-à-dire que mes mentors étaient très ancrés dans les théories sociologiques à l'Université de Toronto, puis à l'Université Berkeley en Californie. Et c'est là où j'ai vraiment appris et adopté un peu cette perspective critique. Et ce que j'entends par une perspective critique, c'est effectivement de regarder principalement les déterminants sociaux, largement de la santé, parce que à l'époque, c'était vraiment pas juste les jeux de hasard et d'argent, mais la consommation d'alcool et d'autres substances. Mais aussi d'apporter un peu un regard. Le critique vient du fait qu'au lieu de juste décrire, on est en train aussi d'emmener des explications pour comprendre le rôle du contexte social, le rôle des politiques d'encadrement de l'offre, par exemple, sur les comportements individuels. Donc à l'époque, c'était les analyses multiniveaux qui étaient très à la mode, ou en tout cas, ils commençaient à lever un peu. Et j'étais très intéressée par modéliser un peu l'influence des facteurs de l'environnement scolaire, par exemple, le contexte de consommation, le contexte social, en fait, de consommation dans des enquêtes américaines et canadiennes, de comparer un peu les façons de consommer dans les deux pays. Et graduellement, j'ai plongé plus dans les jeux de hasard et d'argent. Et je pense que le point tournant dans ma carrière a été l'attribution, en tout cas le financement que j'ai reçu, la création d'une chaire de recherche sur le jeu. Et juste brièvement, pour l'auditoire qui n'est pas familier avec les chaires de recherche, les chaires de recherche sont des concours qui visent à recruter un expert un peu partout dans le monde pour développer un champ d'expertise spécifique. Et dans le cas du Québec, il y avait une chaire de recherche qui avait été annoncée à travers les fonds de recherche du Québec pour étudier le jeu, mais dans une perspective préventive. Il y a beaucoup de travaux qui sont basés sur la psychologie, sur l'individu, sur la neuroscience. Et cette chaire-là se voulait de vraiment compenser en allant explorer un peu le côté beaucoup plus, pas nécessairement la pathologie, mais aussi la réduction des méfaits et des aspects préventifs. Et bien évidemment, quand on parle de prévention, on parle aussi d'intérêt vers l'étude de l'influence des structures, de la régulation de l'offre. Alors, c'est ça, j'ai participé à ce concours, en tout cas où j'ai présenté mon dossier, puis j'ai obtenu cette chaire-là en 2012. Et donc, ça fait 13 ans que cette chaire existe. Et l'avantage, c'est qu'elle a permis, en fait, autour de la programmation de cette chaire, d'aller faire fructifier des projets spécifiques on pourra peut-être les discuter. En parallèle à ça, il y a quand même d'autres infrastructures qui se sont greffées, notamment, vous avez parlé de l'équipe Hermès, donc un des pôles d'expertise de la chaire en fait, il y a 3 objectifs pour la chaire. Il y a le développement des connaissances et l'innovation, donc ça c'est vraiment la recherche. Après, il y a des attentes à ce qu'il y ait une certaine priorisation de la formation. Donc, on se veut un incubateur pour transmettre les connaissances aux étudiants, les former pour de potentiels chercheurs à l'avenir dans le domaine. Et le 3e objectif, c'est de devenir une courroie de transmission des connaissances vers les milieux pratiques. Donc, on parle du réseau de la santé et des services sociaux, et aussi de rayonner un peu au niveau du Québec, du Canada et au niveau international. D'où l'importance de connecter avec des organisations comme ici en France. Depuis plusieurs années, je travaille avec plusieurs groupes et institutions. Voilà. Voilà. Donc, on peut peut-être tout de suite faire le lien avec comment vous collaborez avec Jean-Michel. Quel est votre lien de recherche? J'essaie de compter dans ma tête. Jean-Michel, ça fait longtemps qu'on travaille, depuis 2008-2009. Ça a commencé par un
un jeu de circonstances agréable où Jean-Michel était en visite au Québec, puis on était sur le point de lancer une enquête populationnelle qui s'appelle Enjeu Québec. Et il y avait le même besoin du côté de la France. Il y avait aussi un projet d'enquête et on a arrimé. C'était le premier travail réel de collaboration. On a travaillé à créer une enquête avec des questions comparables et avec une vision de faire des analyses comparatives, particulièrement dans un contexte où le jeu en ligne, je pense, était en émergence et on anticipait des changements législatifs du côté de la France, mais du côté du Québec, on anticipait aussi qu'il allait y avoir aussi un débat autour de comment on va encadrer le jeu en ligne. Donc ça a commencé par cette collaboration, cette enquête. Sur le jeu en ligne. On a continué à travailler sur le jeu en ligne pendant plusieurs années. Ces enquêtes-là ont servi beaucoup. Et puis voilà, on a continué à faire d'autres enquêtes et je pense à regrouper aussi d'autres pays autour de nos enquêtes. Donc on a commencé avec Québec-France, mais il y a eu d'autres. C'est élargi effectivement Oui. à l'Allemagne, la Pologne, l'Italie, la Suisse. C'est ça. Avec un réseau qui s'appelle eGames. Oui, l'Autriche et la Nouvelle-Zélande qui viennent de se joindre aussi récemment. Donc, on avait, je pense, de part et d'autre, la préoccupation d'examiner les problématiques émergentes, en fait, ou les nouvelles réalités du jeu qu'on a vu apparaître, le jeu en ligne, mais là, l'hybridation. L'hybridation, gaming, gambling. C'est ça. Qui est le sujet actuel, c'est ce que vous signifiez. Ben, oui, Ouais. moi je pense qu'avec l'ère de la numérisation, on est encore dans une zone la zone grise est encore très large au niveau de... Si on veut définir les jeux de hasard et d'argent aujourd'hui, c'est une tâche très complexe, comparativement à il y a une vingtaine d'années. Ah oui. Parce que c'est une réalité qui évolue à tous les jours et avec l'Internet, toutes les possibilités sont là. L'hybridation, il y a la gamification, la gamblification de part et d'autre. Donc on introduit des caractéristiques qu'on ne voyait pas, qu'on ne pouvait pas observer dans le jeu terrestre. Et donc, il y a comme une nouvelle réalité, un nouveau objet qui émerge et on essaye de collecter des données pour voir un peu que sont ces jeux-là. Et bien sûr, comme chercheur en sciences, en santé publique, c'est quoi le risque associé à ces jeux? D'accord. Et pour revenir sur votre parcours, vous avez souligné le fait que vous accordiez de l'importance aux déterminants sociaux. Oui. Voilà. Et dans les phénomènes d'addiction, mais pas simplement, si j'ai bien compris, d'addiction au jeu, mais d'addiction à tout type de substances également. Oui, Ouais. bah, c'est sûr que j'ai quand même un intérêt, puis j'ai commencé ma carrière sur des questions qui touchent principalement au jeu, un peu au tabac, mais je vous dirais, depuis quand même un certain nombre d'années, c'est le jeu qui prend la plus grande place. Et l'intérêt sur les déterminants sociaux a porté principalement sur deux facteurs. Je suis très intéressée par la question du genre et le jeu chez les femmes, parce que on a longtemps développé des connaissances qui parlaient de la majorité, et dans le jeu, la majorité des joueurs, c'est des hommes. Donc des modèles masculins qu'on a essayé juste de transposer à la réalité des femmes. Et avec le temps, on s'est rendu compte que ce n'est pas juste une question de transposition, c'est des modèles qualitativement différents. Ce qui influence le comportement de jeu des femmes est différent, la signification est différente, le rôle et la place du jeu est différente. Donc ça, c'est une question qui m'intéresse. Et la deuxième question, c'est la défavorisation aussi. La défavorisation économique, parce qu'il y a des enjeux d'équité sociale. Et dans le jeu, on pourrait en reparler, mais... Sur le premier point, oui. Sur le jeu par rapport aux femmes, quand vous parlez de modèles qualitatifs, est-ce que ça, les opérateurs l'ont anticipé ou vous l'avez constaté a posteriori? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce qu'un opérateur qui crée un jeu maintenant va chercher à faire un jeu féminin ou un jeu masculin?
Les opérateurs ont su que les machines à sous, c'est une activité qui plaît beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes. Donc, il y a quand même... est-ce que je peux affirmer comme scientifique qu'il y a une manipulation des jeux pour qu'elles répondent différemment aux besoins des hommes et des femmes? Je n'irai pas à ce point-là. On n'a pas les données là-dessus. Par contre, ce qui nous intéressait, c'est de comprendre, surtout le cas des femmes qui vivent des problèmes avec le jeu. Nos services n'étaient pas, pendant très longtemps, comme pour l'alcool, nos modèles d'intervention n'étaient pas adaptés. Donc, on avait des modèles principalement masculins et on se rendait compte que les femmes ne trouvaient pas, ne s'identifiaient pas à ces approches. Donc, on revient un peu à ce qu'on fait concrètement. Là. On s'assoit avec des joueuses qui sont en traitement, puis on essaie de comprendre qu'est-ce que le jeu signifie et comment c'est quoi leur trajectoire du jeu sans méfait vers des habitudes de jeu plus problématiques et qu'est-ce qui explique ça? Alors je fais le lien, Jean-Michel, tu avais, je crois, fait participer à un travail assez récent sur le PMU, non? Où tu avais eu ce constat? Oui, tout à fait, oui. Oui, ça fait partie des thématiques sur lesquelles on a travaillé et où l'élément comparatif, le fait de confronter des corpus de données de deux pays, de cultures différentes, permet d'aller plus loin dans les analyses. Parce que on peut faire le constat que ces différences ne sont pas liées à un contexte culturel particulier. Donc il y a des espèces, parfois comme ça, d'invariants. En même temps, évidemment, la diversité culturelle joue un rôle extrêmement important. Et c'est pour ça que ça a toujours été passionnant de mener ce travail comparatif. Le contexte est quand même très très différent. L'offre de jeu est différente, la régulation est différente, et puis le rapport à l'argent est différent, le rapport au genre est différent aussi. Absolument. Puis dans le cas des jeux de l'hybridation, en fait, c'était particulièrement important. Puis je pense il y a une dizaine d'années, on s'est dit c'est important de faire une enquête multinationale parce qu'une réalité, un pays, ça donne peut-être une petite sonde qui nous renseigne pas tellement. Parce que comme dit Jean-Michel, il y a plein de facteurs qui sont propres à ce contexte-là. Alors c'est pour ça qu'on a élargi à plusieurs pays européens. En Océanie, on a la Nouvelle-Zélande qui s'est joint. Et voilà. Et là, ce qu'on retrouve, c'est les invariants. Pour bien conclure et valider nos conclusions, on a besoin de comparer et de faire un peu la distinction entre ce qui est propre à un contexte en particulier et ce qui est entre guillemets universel. On cherche un peu ces invariants pour comprendre un peu le phénomène dans son essence. Alors, s'agissant du deuxième facteur, donc qui rejoint la justice sociale, j'ai senti que ça vous préoccupait beaucoup. Vous avez là des données qui sont scientifiques, qui sont, je suppose, confirmées depuis le temps? Oui, il y a quelques données qui ont surpris il y a quelques années qu'on a générées en fait avec Jean-Michel parce que c'était en collaboration entre la France, le Québec et l'Allemagne et on a essayé de voir est-ce que vraiment on peut mettre des chiffres sur cette inégalité sociale dans l'offre de jeux ou dans la participation aux jeux de hasard et d'argent. Et on a produit quelques analyses à partir de nos enquêtes et ce qui s'est révélé, je vous donne juste quelques exemples, on a vu que ce qui nous préoccupe, c'est qui sont les joueurs qui ramènent le plus de revenus dans ces jeux de hasard et d'argent, qui dépensent le plus. Si la courbe était égale, ou en tout cas on n'a pas vraiment d'écart entre les groupes sociaux, on aurait pu dire, OK, le phénomène touche l'ensemble de la population. Mais là, on voit qu'il y a une concentration des dépenses. Et quand on a regardé de plus près, et ce qui est normal parce que les joueurs problématiques sont des joueurs, ou les joueurs qu'on dit pathologiques, qui sont vraiment sur le côté extrême du continuum de la sévérité des problèmes de jeu. Ils représentent 0,6% des joueurs au Québec, ce qui est moins que 1%. Ils sont responsables de 19,8% des dépenses
Donc, vous pouvez comprendre la concentration ici. Pour la France, ils sont à 0,9, donc proche de 1%. Ils sont responsables de 16,6% des dépenses. En Allemagne, 1,7%, et ils sont responsables de près de 30% des dépenses. Alors, si on regarde aussi, voilà, on a comme tourné un peu l'équation, puis on a dit, OK, voici l'ensemble des revenus. Quelle part de ces revenus vient des joueurs problématiques? Et là, on a élargi notre éventail. On a dit quelqu'un qui est à risque ou problématique, donc qui commence à manifester des méfaits, etc. Donc, pour la France, on a en général 5% de joueurs à risque et ils sont responsables de 40% des revenus. Et au Québec, 2,7% sont responsables de 30% des revenus. Alors, vous comprenez que là, avec ces données-là, et je peux vous donner les exemples pour les activités spécifiques, j'aimerais illustrer avec un exemple qui sont les machines à sous au Québec, que vous n'avez pas ce problème aussi fort que chez nous en France. Donc, au Québec, on a 9% des joueurs problématiques aux machines à sous. Ils sont responsables de 76% des revenus des machines à sous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire qu'il y a un groupe de joueurs qui, lui, paye, ou en tout cas assure la grosse part des dépenses. Donc, ça veut dire que ces gens-là vivent le plus de méfaits. Donc, les méfaits aussi sont concentrés dans ces groupes-là. Et quand on regarde un peu le profil sociodémographique, c'est aussi des gens qui sont avec un niveau d'éducation moindre, avec des niveaux de revenus qui sont aussi inférieurs à la moyenne. Donc, ça nous montre à quel point les habitudes de jeu sont quand même, apportent des méfaits beaucoup plus grands pour certains groupes. Donc, toute cette question d'inégalité sociale. Alors, ce que vous soulignez là est extrêmement intéressant dans la mesure où on sort d'une vision de pathologisante en fait, du jeu. Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est un mouvement intellectuel qui est venu outre-Atlantique? Je ne vais pas faire de concurrence entre les continents, mais on aime bien quand même en tant que chercheur savoir où est-ce que c'est né cette façon de penser. Est-ce que c'est présent en France, cette façon d'observer le joueur ou pas? Ou est-ce que c'est minoritaire? C'est des vraies questions. Ou ailleurs, en Allemagne ou en Europe, ou peu importe. Oui, ben en fait, c'est pas très étonnant que nous, on ait mis l'accent là-dessus, puisqu'on est... Enfin, notre formation, notamment multidisciplinaire, et notamment notre forte appétence pour la sociologie et les sciences sociales, elle est quand même extrêmement importante, je dirais. Et la deuxième chose, c'est qu'on a une approche très santé publique. Et quand l'Université Concordiale, ça serait bien que Sylvia puisse nous parler de cette expérience, a organisé 2 séminaires extrêmement intéressants où elle a essayé de rapprocher 2 champs disciplinaires vraiment très différents, s'intéressant à ce que les anglo-saxons appellent les 2 phases du jeu, le gaming et le gambling. Donc le gaming, principalement des chercheurs venant de l'anthropologie, des sciences sociales, et de l'autre côté le gambling, en tous les cas en Amérique du Nord, mais dans le monde anglo-saxon en général, qui est extrêmement dominé par les chercheurs du champ de la psychologie clinique. Donc, qui voit la fonction addiction, et de l'autre côté, la fonction sociale du jeu. Ça, c'est une chose là. Et en plus, la fonction addiction centre le problème effectivement sur la personne, alors que même dans un autre domaine qui est assez proche, c'est-à-dire de la santé publique, et il y a de plus en plus de chercheurs qui se situent dans cette perspective-là, dans laquelle on se situe très clairement, on est plus sur une appréhension des dommages sanitaires et sociaux, mais des dommages au sens global, et qu'on peut appeler dommages sociaux de ces pratiques. Donc plus le groupe. Mais où l'addiction est une petite partie, mais on s'intéresse aussi aux questions relationnelles, à l'impact sur le travail, sur l'école et sur l'économie. Oui. Mais si on prenait une photo un peu comme ça des chercheurs dans le monde entier,
Est-ce que c'est une façon d'appréhender le jeu qui est plutôt assez courante, majoritaire ou pas du tout, qui est Non, minoritaire? c'est certainement que c'est très minoritaire en fait. Très minoritaire. Parce qu'il y a quand même, et sans aucun reproche, mais le domaine de la psychologie, les psy-science qu'on appelle, psychiatrie, psychologie, et quand même, c'est des disciplines qui ont quand même monopolisé assez longtemps le domaine des jeux de hasard et d'argent, et on le comprend bien, parce que les joueurs avaient besoin d'accompagnement, d'aide, et ont détecté en fait, avec les instruments cliniques, les joueurs qui ont des problèmes sévères avec le jeu. Mais notre position de dire, en fait, ce virage-là a été fait dans le domaine de l'alcool. Pendant très longtemps, on regardait uniquement l'alcoolique. Puis on disait, bon, on n'est pas dans des proportions différentes que le jeu. On parle entre 1 et 2% de gens qui sont vraiment des alcooliques avec des problèmes sévères. Mais dans la réalité, le domaine de l'alcool a fait un changement paradigmatique en disant, bon, ben, une fois qu'on détecte un joueur qui a des problèmes sérieux d'alcool, la seule solution, c'est l'accompagnement, le traitement et le maintien du rétablissement. Mais les méfaits ou le fardeau de ce que ça coûte pour la société, les problèmes d'alcool, ce n'est pas uniquement les joueurs, les alcooliques, c'est tous les petits méfaits qui comptent, quand on les additionne, c'est ça qui coûte le plus cher à la société. Si je veux parler en termes purement l'Organisation mondiale de la santé, puis le fardeau de la maladie, l'alcool, le coût associé à l'alcool, c'est vraiment à cause de ces méfaits qui sont pas nécessairement très élevés pour chaque individu, mais ils se manifestent sur un ensemble d'individus qui est quand même assez large. Donc, le cumul de ces méfaits fait en sorte que le coût associé à l'alcool vient vraiment... C'est ce qu'on appelle le paradoxe préventif. C'est-à-dire qu'une grande partie des gens, avec des petits méfaits, font en sorte que le cumul de ces méfaits-là représente un fardeau assez important pour la société. L'absentéisme au travail, au niveau individuel, peut-être que c'est pas, on ne s'absente pas trop longtemps, mais le cumul une multitude d'individus qui s'absentent. Ensuite, les petites violences, les accidents de la route, etc. Donc, si on cumule tous ces méfaits-là, ça nous emmène avec un fardeau quand même assez important. Donc, on est en train de changer notre logique pour dire, regardons cet éventail qui est pré-pathologie, ou ce qu'on appelle pathologie, ou pré-alcoolique, pré-joueur pathologique, pour voir qu'est-ce qui se passe, comment on peut réduire ces méfaits que les gens vivent en fait en lien avec leurs habitudes de jeu. C'est une nouvelle façon de regarder les choses. Puis après, une fois qu'on se penche sur cette tranche de la population, les actions qu'on peut mettre en place deviennent un peu plus complexes aussi. On peut travailler, oui, sur le niveau individuel, d'envoyer des messages préventifs, mais on peut aussi travailler sur l'offre de jeu, on peut travailler sur la régulation, l'encadrement, etc. Donc on peut travailler sur les caractéristiques des jeux qui, eux, peuvent aller jouer sur la vulnérabilité individuelle et sur je vous donne un exemple, la promotion, la publicité qui vient entourer l'offre de jeu qui, on sait très bien, la recherche l'a documenté, a un effet important sur la perte de contrôle, sur l'excès dans le jeu, etc. Alors, pour revenir à votre question, la majorité des recherches, quand on a fait la recension, c'est des recherches qui émanent des sciences psychologiques et des sciences qui sont ancrées sur l'individu, beaucoup plus que sur la sociologie ou la santé publique que nous, on adopte. Oui, et qui sont des sciences dont on a besoin pour faire une prévention que j'appelle, moi, collective, enfin, pas forcément individuelle, mais une véritable prévention. Absolument. Puis, qui nécessite la connaissance, comme vous dites, des jeux dans leur contenu. Parce qu'on croit quand même fortement dans nos modèles conceptuels à une certaine trilogie, mettons. Il y a l'individu, mais il y a l'objet, puis il y a l'environnement. C'est tout un écosystème qu'il faut regarder dans son ensemble. Et je dirais, pendant très longtemps, on réduisait les déterminants au niveau individuel. On regardait l'individu. Et on continue à le faire, même si on est dans une approche des fois préventive. Si vous permettez, je veux parler du jeu responsable. Exactement.
Quand on parle du jeu responsable, qu'est-ce qu'on dit? On dit voici des mesures que les opérateurs mettent en place pour que le joueur puisse agir d'une façon responsable. Alors encore une fois, la charge et la responsabilité est transférée à l'individu. C'est un principe très néolibéral où on dit l'individu est libre, il est libre de jouer à sa guise, mais il doit en même temps gérer cette liberté de façon responsable. Donc se mettre des limites et sinon, c'est la faute à l'individu parce qu'il n'a pas été capable de mettre des limites. C'est très, très néolibéral et culpabilisant pour le joueur. Alors qu'on sait que cette responsabilité devrait être assumée de façon collective, de façon partagée. Les opérateurs ont un rôle à jouer, l'État a un rôle à jouer, parce que le législateur, en fait, à travers l'État, parce qu'on sait que si on reprend la trilogie, il y a l'environnement de jeu, un environnement qui est peut-être très, je dirais, promotionnel des jeux. Si on a des publicités partout, on sait que c'est un facteur de risque, mais aussi il y a des activités de jeu qui sont problématiques. Nos collègues ont démontré, par exemple, que les appareils, les machines à sous, c'est des machines qui fabriquent de l'addiction. Elles sont programmées, elles ont une mécanique qui fait en sorte qu'on induit un état qui est très propice à une perte de contrôle quand on est en train de jouer. Alors, si on responsabilise l'individu et on ignore ces autres niveaux, on ne fait pas une prévention qui va être efficace à long terme. Voilà. Je comprends bien. Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter par rapport pour respecter un certain ordre, par rapport à la chaire de recherche sur des projets actuels sur lesquels vous êtes en train de travailler? Il y a le gros projet en ce moment qui monopolise nos énergies, c'est la question, je vous ai parlé, il y a un axe dans la chaire qui est la digitalisation ou la numérisation des jeux. Et on est en train on a fait des enquêtes, on a compris comment collecter des données sur comment les gens jouent aux jeux en ligne, à des jeux qui sont connectés avec le jeu en ligne, comme les jeux mobiles, les jeux free-to-play qu'on appelle. Donc il y a quand même des données populationnelles, mais je pense qu'une des façons qu'on voulait faire un peu innover, on a obtenu un financement pour créer un laboratoire expérimental, mais social. Encore une fois, on revient à l'approche disciplinaire. Il y a mais il y a plusieurs laboratoires qui regardent un peu ce qui se passe dans le cerveau, avec des mesures très individuelles. Alors nous, ce qu'on vise à faire dans ce laboratoire-là, c'est de créer des contextes de jeux sociaux. Donc, on a un espace où il y a des machines, où les gens peuvent jouer sur des écrans. On crée un espace où il y a une animation quand même, et ça se trouve dans les casinos. Ce n'est pas notre invention, il y a des espaces comme ça dans les casinos où il y a un animateur, un disc jockey qui parle, puis qui accompagne les joueurs sur leurs appareils, et après, quand c'est un gain où tout le monde célèbre, où tout le monde... Voilà, donc on a recréé cet espace-là, puis c'est un espace où il y a plein de caméras, on surveille les joueurs, donc notre matériel de base, c'est l'image et le son, et on essaie de voir c'est quoi l'impact du social dans ces activités de jeu. Alors, si vous me demandez qu'est-ce que ça va donner dans quelques années, je vous dirais je ne sais pas, parce qu'on est vraiment dans la créativité. Par contre, je peux vous donner un exemple de ce qu'on fait aussi. On est intéressé par la dimension des données, c'est-à-dire quand on joue sur un appareil, on est connecté à Internet, il y a des données qui sont enregistrées. Il y a quand même un partage. Si vous me demandez mon téléphone ou quelqu'un me demande mon téléphone, je résisterai à le partager. C'est un espace très privé, alors qu'on le laisse ouvert à
à l'univers, au monde entier quand on joue sur des jeux, parce que les données sont collectées, puis on essaye de montrer que ces données-là circulent un peu partout. On peut jouer au Canada, mais nos données peuvent se retrouver en Chine, peuvent se retrouver aux États-Unis, peuvent se retrouver en Europe. Ils transitent dans plusieurs places et ils sont partagés avec d'autres organisations ou institutions. Alors, on essaie de faire de la sensibilisation dans cet espace-là aussi, d'emmener des gens à venir vivre avec nous des expériences et profiter de ces expériences-là pour faire de la prévention. Et c'est pour ça qu'on l'appelle, nous, un collaboratoire, c'est-à-dire collaboration et laboratoire. La notion de collaboration et d'expérimentation qui sont combinées. Alors, le but ultime, c'est d'emmener la population, et on veut démocratiser la science, on veut que la population vienne se joindre à nous, à des portes ouvertes, vivre des expériences et faire de la sensibilisation, mais on veut aussi que nos décideurs, peut-être, viennent s'asseoir avec nous, puis qui voient ce que les joueurs font et pourquoi nous, on pense que certains facteurs sont des facteurs de risque. Vous avez des réactions, là, de la part des décideurs? On fait l'ouverture de l'espace dans 1 mois. Et après, c'est la recherche qui va nous dire si nos décideurs sont à l'écoute. Ce qui n'est pas toujours le cas. Bon. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu les éléments institutionnels de la régulation, alors au Canada ou alors au Québec? Ouais. Ça va être rapide. Ça va être rapide. Jean-Michel ironise. Oui. Je pourrais peut-être juste revenir à une entrevue que j'ai faite il y a 1 mois pour une revue numérique. Puis il voulait avoir mon opinion sur ce que j'ai compris, qu'en France, il y a quand même un débat sur est-ce qu'il faudrait légaliser l'offre de machines à sous en ligne. Et c'est sûr que j'ai été lire un peu là-dessus, mais ils ont dit, est-ce que la France devrait se tourner vers le Canada ou le Québec pour apprendre des leçons? Et j'ai dit absolument pas. Il faudrait que le Québec se tourne vers la France parce qu'on a beaucoup d'apprentissage à faire. Tout ça pour dire qu'au Canada, les jeux de hasard et d'argent sont régis par le code criminel. Donc, c'est interdit d'offrir des jeux de hasard et d'argent au Canada. Ça a toujours été le cas. Le code criminel date depuis les années 30-40, en tout cas assez longtemps. Et dans les années 50-60, on a commencé à accepter, on a transféré le pouvoir aux provinces d'offrir certaines formes de jeux. Donc, notamment la loterie, principalement pour des levées de fonds, par exemple, en 1976, on voulait financer nos Jeux olympiques à Montréal, donc on a lancé la loterie olympique. C'était toujours pour des raisons de levée de fonds ou de financement. Et graduellement, il y a eu les paris hippiques, et bien sûr, graduellement, l'offre s'est diversifiée. On a des casinos qui ont ouvert, on a des machines à sous qui sont un peu dans les restaurants, dans les bars. Donc, c'est les provinces qui ont le droit, exceptionnellement, c'est une exception au code criminel, d'offrir les jeux de hasard et d'argent. On a des monopoles d'État. Donc, quand il y a eu ce changement, quand il y a eu ce transfert de pouvoir vers les provinces, chaque province s'est dotée d'une société d'État, c'est-à-dire un monopole qui appartient à l'État et qui gère les jeux de hasard et d'argent. Et c'est encore le cas en ce moment, et on n'a pas de régulateur. Donc, vous comprenez que la société d'État, elle offre le jeu et elle s'occupe de réguler son offre. Alors, je pense que vous voyez comme juriste qu'il y a quand même un conflit d'intérêts évident ici. Je veux dire qu'on a quand même quelque chose qui s'appelle la Régie des alcools, des courses et des jeux, mais le mandat qui est donné à cette organisation, c'est de s'assurer que les licences sont données et respectées selon les termes des licences accordées. Donc, ils n'ont aucun autre pouvoir, aucun droit de regard sur les pratiques de la société d'État. Voilà. Donc, c'est très simple.
Mais alors, tout à l'heure, vous évoquiez pardon, le phénomène de gambification, c'est Oui, ça? oui. Et gamification, inversement. Ça nécessite quand même des investissements assez coûteux pour les opérateurs économiques. Je vous dirais oui, effectivement, mais je pense que si on regarde un peu beaucoup de domaines, les technologies sont de plus en plus intégrées dans tous les produits qu'on consomme, hein. Et pour les opérateurs de jeux de hasard et d'argent, les concepteurs de ces jeux-là ont quand même réussi à utiliser correctement en fait, les technologies modernes d'améliorer le visuel, le sonore, toute la mécanique des jeux, dans le sens qu'ils donnent des produits de plus en plus attrayants. Et le revers de la médaille, c'est que aussi dans le domaine du gaming, c'est sûr qu'il y a des jeux qui sont des jeux traditionnels. Jean-Michel a parlé d'événements qu'on a organisés en Montréal où on a mis les gens du Game Studies puis le Gambling Studies. Donc, c'est deux univers complètement différents. Les gens qui travaillent sur le gaming sont intéressés par des jeux qui ont des règles. Les règles sont claires, il y a une certaine compétition dans les jeux, etc. Donc, on parle vraiment des jeux selon le modèle que théoriquement Huizinga et Kalwa, qui ont les premiers qui ont travaillé sur le jeu, définissaient. C'est des jeux sérieux qu'on appelle, c'est-à-dire des jeux avec des règles claires et avec une certaine forme de compétitivité, une certaine interrelation entre les joueurs. Là, on voit émerger des jeux qui sont d'une autre catégorie, les jeux free-to-play, les Candy Crush de ce monde-là, sur nos appareils mobiles, où on importe, il n'y a aucune règle dans les jeux. La seule règle, c'est de faire bouger des petites boules de couleurs. Puis après, on importe des principes aussi du gambling dans ces jeux-là. Dans le sens qu'il y a des caractéristiques, il y a du visuel qui est beaucoup imprégné des jeux de hasard et d'argent, mais aussi il y a une certaine forme de monétisation dans ces jeux-là. Donc c'est gratuit, mais avec des stratégies qui poussent les gens à monétiser dans ces jeux. Donc on s'affranchit des règles, c'est ce qu'on disait oui, on s'affranchit des règles, on les appelle des jeux, mais finalement c'est des jeux qui ne suivent plus les règles du jeu, d'un jeu traditionnel, et aussi qui sont sur un modèle économique de profit, en fait, qui cherchent à faire des profits. Donc, les frontières sont de plus en plus floues. Quand on bouge sur la plateforme numérique ou les plateformes numériques, le gambling et le gaming se rejoignent de façon à ce que ces jeux-là s'imprègnent les uns des autres. Et pour nous, comme chercheurs sur les jeux de hasard et d'argent, ça nous questionne. C'est où qu'on va qu'est-ce qu'on explore en fait actuellement? Est-ce que vraiment c'est les jeux de hasard et d'argent qu'on retrouve dans les lieux terrestres? C'est une autre bête avec laquelle on traite en ce moment. Vous savez, même les jeux de grattage maintenant sont faits avec du design qui est très visuel, très beau sur Internet. Donc même des jeux qui traditionnellement on les catégorisait comme des jeux de hasard et d'argent purs, maintenant on voit qu'ils ont gagné en sophistication, puis on est dans une réalité complètement différente. Ah oui, c'est amusant, vous insistez beaucoup sur l'apparence en fait, sur le visuel. Ça c'est quelque chose qu'on n'avait jamais abordé. Pourquoi exactement? Pourquoi c'est si important que ça, ce facteur-là? Parce que c'est un facteur qui, premièrement, on n'aurait pas pu probablement arriver avec une si grande rapidité à ce genre de sophistication visuelle, qui, elle, en soi, est un des facteurs d'attraction, d'attractivité des jeux, en fait. Donc, si je veux me replacer comme chercheur en santé publique, ce qui est important pour nous, c'est de dire, OK, qu'est-ce qui attire le joueur? Ça, c'est correct, on n'est pas dans une approche prohibitionniste. Si ça attire le joueur et qu'il joue modérément, personne ne poserait des questions, mais ces facteurs-là, avec le sonore, avec le visuel, avec la rapidité des jeux, c'est des facteurs qui ont été démontrés comme étant des facteurs qui contribuent à l'excès dans le jeu.
Donc, le visuel n'est pas juste un visuel d'esthétique, c'est un visuel qui représente en soi un facteur de risque sur lequel il faut se pencher, puis dire jusqu'à quel point on va tolérer que ces jeux-là, qui ne sont pas des formes de consommation sans méfait, jusqu'à quel point on va accepter qu'ils deviennent de plus en plus sophistiqués au niveau visuel, au niveau sonore et au niveau de la rapidité des jeux. Je veux dire. C'est un lien avec la publicité alors aussi. Il y a des liens qui sont faits visuels, vous avez regardé ça, entre les publicités et les jeux eux-mêmes? La publicité... Parce que le cerveau peut-être fonctionne comme ça, avec une pub attractive, et tout d'un coup, on rejoint un jeu. Et ça me fait penser à ça, la question du visuel. C'est sûr que la publicité joue un rôle extrêmement important. Nous, ce qui nous préoccupe en ce moment, par exemple, dans le domaine des paris sportifs, c'est la symbolique qu'il y a dans la publicité. Souvent, on a des athlètes, on a des stars que les jeunes aiment beaucoup, que les gens adultes des fois, des influenceurs par exemple. La publicité est une arme très puissante pour attirer les joueurs. Et c'est quelque chose qui nous a particulièrement préoccupés durant la période de la Covid et du confinement, parce que il y a des pays qui ont légiféré en termes de publicité parce que les gens sont confinés, les gens sont devant leurs écrans, puis la publicité peut avoir un effet très très important. Mm-hmm. Alors, je sais plus exactement si c'est Jean-Michel, mais je crois également vous, qu'on a préparé l'entretien. Là-dessus, est-ce que l'IA pourrait pas être un secours? Mm-hmm. Je crois que c'était Jean-Michel, j'en suis sûre, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Ça me tient à cœur. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? C'était très intéressant. Il y a des gros projets de recherche. On a de gros projets là-dessus. Qui posent des problèmes éthiques d'ailleurs aussi. Oui. Moi, je pense que, en fait, je suis très contente de cette question-là parce que autant on peut dire que les opérateurs profitent du développement technologique et de la disponibilité des données. Et j'aimerais juste, avant de passer à l'IA, vous dire tout simplement que ce qu'on devient comme joueur, on est comme des rats de laboratoire. Et je pense que j'exagère juste un peu dans ce que je dis, parce que quand on joue, maintenant nos données sont collectées. Et nos données sont collectées puis sont utilisées dans une genre de boucle de rétroaction pour adapter les jeux, puis toujours redonner au joueur ce qu'il a besoin. Particulièrement plus efficace, qui répond plus. C'est comme si on dévoilait ce qui nous plaît. On clique sur un menu avec nos façons de jouer, puis ce qu'on reçoit, c'est exactement ce qu'on souhaite. Alors, il y a une utilisation quand même assez importante de l'IA dans la façon dans la conception des jeux, dans la mise à jour des jeux, dans le feedback qu'on renvoie aux joueurs. Et on dirait, et ce qu'on observe, c'est qu'il y a très, très peu de choses qui sont utilisées au niveau de l'IA et des données massives pour la prévention. C'est comme si le monde de la conception et des opérateurs avance à une vitesse grand V, puis la prévention, je vous invite à aller voir les pages des opérateurs au niveau de la prévention. Moi, après 2 minutes, je décroche. C'est des pages statiques avec des messages, avec du texte. Il n'y a rien d'interactif. Donc, il faudrait qu'on rattrape le train, là, qu'on soit sur le train à grande vitesse à ce niveau-là, au niveau de la prévention. Donc, on fait depuis probablement quelques années, c'est d'essayer de voir comment, pour le jeu en ligne, on peut aller chercher ces données-là, des joueurs, de leur comportement, non pas pour améliorer le jeu, mais pour essayer de développer des outils pour détecter des comportements de perte de contrôle, par exemple, et des comportements qui sont très variables, de perte et de gain, et de perte qui donnent l'impression que le joueur essaye de se refaire, des joueurs qui dépensent énormément. On a plusieurs indicateurs, puis l'idée, c'est de pouvoir avoir comme un genre de tracking qui dit « Ok, hop, là, il y a un joueur qui est vraiment problématique, il faut agir. » Et donc, on
transfère la responsabilité non pas au joueur, mais à l'opérateur, par exemple, d'arrêter d'envoyer de la promotion, d'arrêter de solliciter ce joueur-là. Donc, on va utiliser la même logique d'une boucle de rétroaction, mais juste pour détecter les joueurs problématiques et d'agir auprès des joueurs problématiques. Alors, dans les pays où il y a de la régulation... Comme la France, oui. Qu'est-ce que Jean-Michel, on pourrait suggérer à ce moment-là? Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Là, en France, c'est clairement au cœur de la stratégie de régulation qui s'appuie sur effectivement un cadre législatif qui le permet. Parce que, il faut quand même dire par rapport à ça, l'utilisation de l'intelligence artificielle, le grand paradoxe, c'est que ces questions de l'utilisation de ces données, elle ne s'est jamais posée par rapport à ce qu'en faisaient les opérateurs. Jamais personne n'a dit « oh là, mais ou très peu, il y a quand même un problème déontologique ». Par contre, quand la santé publique a voulu l'utiliser, attention, l'accès aux données, la protection des données, oui. etc. C'est quand même incroyable. Alors, je dis, par rapport à ça, c'est vrai qu'en France, en tous les cas, c'est complètement dans la stratégie du régulateur. Parce que maintenant, les opérateurs ont une obligation claire, depuis 3 ans, 4 ans, c'est celle d'identifier les joueurs problématiques, notamment sur le jeu en ligne, à partir de l'intelligence, à partir du big data, de leur base de données, premièrement. Et après, ils doivent tous les ans améliorer leur système, c'est-à-dire une fois que j'ai détecté un joueur problématique, déjà il faut qu'ils arrivent au niveau, c'est-à-dire, et on a des moyens de contrôle parce qu'on a des enquêtes épidémiologiques qui permettent de dire que normalement, pour une activité donnée, ils devraient trouver X joueurs problématiques ou joueurs excessifs. Et après, le deuxième étage de l'obligation, c'est de dire, une fois que vous les avez détectés, que faites-vous? Et il y a un levier extrêmement puissant qui est, ne serait-ce que cette action-là, si elle était mise en œuvre, c'est par exemple d'arrêter de solliciter commercialement un joueur détecté comme problématique. Ça paraît de bon sens. Évidemment, ça se heurte à un principe économique, puisque c'est ces joueurs qui font le chiffre d'affaires. Mais c'est là où il y a une grande tension. Mais en tous les cas, la stratégie de régulation en France, elle est bien. Elle inscrit ces deux obligations. Alors, je ne dis pas que c'est simple à mettre en œuvre, mais je pense que c'est une bonne stratégie. Alors, et je crois avoir vu qu'on aura l'occasion de discuter peut-être avec lui, Monsieur Marie qui est en ligne. Il y a quelques années, nous avions fait ensemble un colloque à la Cour de cassation. J'en ai un grand souvenir et on avait parlé des serveurs et de la localisation des serveurs. Ça aussi, ça peut être une possibilité pour essayer de rendre le système plus efficace. Est-ce qu'on ne pourrait pas contraindre, dans certains cas, des opérateurs à avoir des serveurs qui restent dans un pays donné pour qu'ils puissent être mieux contrôlés? Ou alors c'est quelque chose qui est inenvisageable? C'est déjà le cas en France. Et surtout, la France, de ce point de vue-là, c'est une exception, je pense, au niveau international, c'est que le régulateur a accès aux données. Donc il y a une obligation faite aux opérateurs de transmettre, mais en temps réel, toutes leurs données au régulateur. Et évidemment, c'est fondamental. Parce que sinon, si vous obligez un opérateur à faire de la détection, mais que vous n'avez pas de moyen de contrôle, ça veut dire qu'en France, le régulateur a le moyen de contrôler en disant, voilà, je fais mon bilan de l'année, j'ai détecté X joueurs problématiques. Si le régulateur a la capacité de faire tourner aussi les modèles et l'intelligence artificielle en disant, ah non, vous auriez dû trouver 10 fois plus, voire 100 fois plus. Donc là, il y a un vrai problème. Et ça permet petit à petit d'appuyer cette obligation pour obtenir des résultats probants. Mais je vous dirais, en tout cas, les débats actuellement dans le milieu de la recherche au niveau de cette question des serveurs, du lieu physique des serveurs, effectivement, je peux dire qu'au Canada, les serveurs qui sont au Canada, on peut avoir une loi qui va punir, qui va avoir des sanctions. Alors que les serveurs qui sont offshore dans d'autres pays, on n'a aucun droit de regard là-dessus. On peut pas les rejoindre ni. Le danger, c'est même si on offrirait un système de licence où certains opérateurs vont avoir des licences pour opérer,
il va rester quand même des opérateurs qui vont qui vont décider de se localiser dans des paradis fiscaux, dans des endroits où il n'y a pas de législation. Et ça, c'est le danger. Ça, c'est le danger comment on va créer un système de licence qui va être assez attrayant pour amener les opérateurs dans son propre pays. Des fois, si le prix des licences est trop élevé, les opérateurs, c'est des entités économiques, en fait. C'est des entreprises. Ils vont aller ailleurs, puis continuer à envoyer le signal dans le pays, puis offrir le jeu en ligne pour les citoyens d'un pays. Et au Canada, on a essayé, l'Auto-Québec, qui est notre monopole d'État, a essayé de contrer cette offre dite illégale en demandant à bloquer les signaux qui viennent de ces opérateurs. Et ça dans notre constitution, dans notre charte des droits et libertés, c'est impossible. Impossible d'interdire des signaux, en tout cas de contrôler l'Internet, de contrôler le web. Donc, il y a quand même une complexité au niveau de... Oui, mais là c'est beaucoup plus global que la question des jeux. On a la même problème avec la pornographie. Absolument. Pour les mineurs, etc. Et c'est pas facile, mais il y a quand même des solutions... qui sont plus efficaces que d'autres, mais absolument. Et puis, je pense que la solution ne peut pas être optimale sans un cadre global. C'est-à-dire une convention cadre entre les pays. Et je pense que le débat actuellement, et avec les organisations internationales et avec les chercheurs, c'est de s'orienter dans cette direction-là, comme on a fait pour le tabac. Le tabac a été un succès quand il y a eu une convention cadre qui impose les mêmes règles un peu dans tous les pays. Donc ça a permis aussi d'encadrer l'offre illégale, ou en tout cas la contrebande, etc. Pour le jeu en ligne, c'est encore plus important parce que le web est déterritorialisé, on n'a pas de frontières. Donc si on a une convention générale sur laquelle s'entendent plusieurs pays, à ce moment-là, la marge de manœuvre pour ces entreprises qui veulent aller offshore ou dans des juridictions où on n'a pas de contrôle dessus devient beaucoup plus limitée. Bien sûr. Alors, est-ce que par rapport aux différents projets, vous pourriez un petit peu nous revenir aussi sur le projet Hermès? Vous avez évoqué tout à l'heure le projet, le laboratoire d'expérience sociale. Ça, c'est assez chez nous, qui ne se pratique pas, je ne crois pas. Non. Alors, s'agissant du projet Hermès, est-ce que vous pouvez nous le présenter un petit peu? Hermès est une équipe, en fait. C'est-à-dire que le financement est autour d'une programmation qui regroupe des chercheurs, et c'est une équipe en partenariat avec le milieu clinique. Donc on a 8 chercheurs et 4 cliniciens chercheurs. Donc quand on parle de cliniciens, c'est des gens qui sont établis dans des centres de réadaptation en dépendance et qui travaillent avec les joueurs, qui interviennent auprès des joueurs. Et Hermès a débuté par juste des discussions entre chercheurs. Puis on voyait qu'il y avait cette question-là de la numérisation qui émergeait il y a une quinzaine d'années. Et on s'est dit, pourquoi pas commencer à travailler ensemble. Et on a alimenté, en tout cas, on a grossi l'équipe autour de cette thématique. On a commencé avec 5 chercheurs et 2 cliniciens, puis là on est rendu à 12. Alors Hermès, ce qu'on fait principalement, c'est de créer des espaces d'échange entre ce groupe de chercheurs. On est aussi, on fait beaucoup de réseautage avec le milieu clinique. Ça, c'est un peu la spécificité de l'équipe Hermès, c'est que nos travaux, on est tellement imbriqués avec le milieu de l'intervention que même notre programmation de recherche est construite avec eux. Donc on s'assoit avec nos partenaires cliniciens, puis on regarde un peu les thématiques qui nous intéressent autour des jeux, de la numérisation, l'utilisation des écrans, la cyberdépendance, entre guillemets. Je peux vous interrompre, oui. Il y a des lieux cliniques qui sont connus à Montréal pour ça? Oui, en fait, le Québec a des centres de réadaptation en dépendance. Donc, il y en a un centre de réadaptation par région administrative.
À Montréal, on en a 2 parce que c'est en tout cas une métropole assez grande. Et c'est avec ces centres de réadaptation qu'on travaille. Donc, on est avec les cliniciens, eux, ils sont sur le terrain, eux, ils sont confrontés. En fait, ils nous alimentent beaucoup parce que quand il y a des nouvelles problématiques qui émergent, ils les rencontrent, ces gens-là, dans leur pratique, à tous les jours, dans leurs interventions. Donc, notre programme, la programmation de l'équipe Hermès est beaucoup construite, je dirais, en co-construction. Donc, avec les besoins cliniques, puis nous, on emmène le regard plus académique. Et ce qui veut dire que aussi, quand on a des résultats de recherche, on s'assure qu'ils se transforment et se traduisent en des actions cliniques sur le terrain. Je vous donne un exemple. Notre collègue Magali Dufour travaille sur l'utilisation des écrans. Donc, ça fait des années qu'elle travaille sur cette question-là. Actuellement, ils ont manualisé toutes les données qu'ils ont recueillies sur la question des écrans, surtout auprès des jeunes. Donc là, il y a des manuels qui vont être diffusés dans le réseau. Il y a des formations qui vont être données auprès des cliniciens, tous les cliniciens du réseau, pour les guider dans leurs interventions auprès des jeunes qui ont des problèmes avec l'utilisation des écrans. La même chose se fait avec d'autres équipes pour les jeux de hasard et d'argent. Donc, on travaille les interventions beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est très important. On part de l'expérience, en fait, de la base. On part de la base. Ouais. Puis, des fois, nous, on a besoin on observe des phénomènes dans nos études, dans nos données, puis on revient vers les cliniciens. Puis, eux, ils ont une interprétation. On s'assure qu'il y a toujours le regard clinique qui nous explique un peu que veut dire ce phénomène. On descend un peu de notre tour d'ivoire. Ça, c'est très intéressant. Alors là, je reviens un peu sur l'entretien parce que j'ai oublié de vous parler de quelque chose qui, moi, me préoccupe. Mais vous m'avez, pendant l'entretien, dit que c'est pas quelque chose que vous regardiez beaucoup. Mais quand même, parmi les déterminants sociaux, il y a les familles, la structure des familles. Oui. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aussi peu à cette question-là ? Parce que, quelles que soient les familles, monoparentales, pas monoparentales, peu importe, il reste néanmoins qu'un mineur, il est le plus souvent éduqué par un ou plusieurs parents. Donc, voilà, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'étonne, qui m'inquiète un peu. C'est assez absent des politiques publiques. Comment vous l'expliquez ? Je vous dirais, pour les familles, ce qui est... Et vous avez raison, ce qui est très absent, c'est le soutien aux familles. Parce que souvent, les familles sont... c'est les personnes qui sont au jour le jour, qui accompagnent le jeune. Puis si on a besoin de quelqu'un qui puisse lever le drapeau rouge quand il y a un problème, c'est les familles. Il y a peu d'accompagnement pour les familles. Ce qui se fait actuellement, c'est beaucoup au niveau de l'école. Et je peux comprendre un peu parce qu'il y a une philosophie il faut outiller les jeunes pour se lier à la consommation d'une certaine façon. C'est-à-dire, il faut travailler sur l'estime de soi. Il faut travailler sur la capacité à résister à la pression des pères, des autres enfants. Il y a beaucoup de ces compétences transversales qu'on a décidé qui sont importantes. Puis c'est vrai, la recherche nous dit que c'est important pour que les jeunes, ils vont être sollicités, ils vont faire l'expérience de l'alcool, des drogues, des fois, des jeux. Et comment est-ce qu'on peut les outiller pour qu'ils résistent à certaines formes de consommation qui sont dommageables pour eux. Et je pense que il y a comme au niveau de la prévention, il y a un consensus qu'il faut travailler ces compétences transversales. Quand j'ai fait mes études au postdoc, un des facteurs qui sortait très très important dans les comportements des jeunes, c'est la qualité de la relation avec les parents, la disponibilité des parents, la communication en fait. Et ça, je pense que c'est aussi des compétences qu'il faut peut-être mettre plus, en tout cas en parler plus pour que c'est pas nécessairement de voir les types de familles, mais outiller les familles pour que ce canal de communication avec les jeunes ne se brise pas. Parce que c'est là où on voit qu'il y a quand même des fois des dérapages et que les parents se sentent comme
dépassé par la situation parce qu'une fois qu'il réalise qu'il y a un problème, le jeune est déjà trop loin dans son problème. Oh, alors moi, mon propos n'était pas du tout d'examiner les types de familles. Oui, oui. Il était plutôt de dire que le père, la mère, le frère, peu importe, la personne qui est proche, elle est souvent celle qui est la plus compétente pour indiquer qu'un enfant va être particulièrement énervé par tel jeu dès le plus jeune âge. Donc je suis toujours étonnée en fait que des chercheurs ne s'intéressent pas à ça. J'ai mon idée sur la question s'agissant de la situation française. Je pense que c'est lié à une conception de l'autorité parentale qu'on ne veut plus reconnaître. Mais je pense que c'est une erreur en fait. Voilà. Mais je pense que dans certains... Il y a quand même de la recherche qui a été faite sur l'alcool, puis le jeu suit un peu le pas. C'est clair, il y a des données qui existent qui montrent que il faut en parler. La famille doit en parler. On n'est pas dans les pays nordiques pendant très longtemps. Il y a une culture de... On n'expose pas l'alcool aux jeunes. Et ça, contrairement en France, dès le jeune âge, l'alcool est servi, il y a une socialisation, il y a une exposition, puis ça se fait graduellement, l'introduction à la consommation, etc. Donc il y a quand même des recherches qui montrent qu'il faut vraiment, de la part des familles, avoir ce rôle d'en parler et d'accompagner le jeune. Ça existe. Non, mais un chercheur pourrait faire des panels qui concernent les familles. Je suis sûre que vous auriez des résultats étonnants, à savoir qu'elle serait à même de pointer du doigt les jeux qui sont particulièrement nocifs pour des mineurs. C'est ça que je suis en train d'indiquer. Il y a quelque chose de tabou là dans la recherche. C'est clair. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est tout à fait praticable à faire. Oui, oui. D'ailleurs, on a commencé à le faire sur la dernière enquête mineure. Et il y a même un projet, peut-être qui aboutira un jour, d'enquête auprès des familles sur ces questions de jeu. Parce que la dernière enquête mineure a bien montré ça, justement. Et l'effet, la façon... bon, alors, c'est une thématique un peu exploratoire, mais effectivement, dans les facteurs de risque du jeu problématique, le fait de ne pas parler, enfin, d'une absence de dialogue entre enfants et parents ou fratries était un facteur de risque. Le fait aussi de diaboliser aussi les jeux. D'ailleurs, je me rappelle quand on travaillait aussi sur le cannabis, c'était exactement pareil. Ouais. Il y avait une espèce de courbe en U. La diabolisation ou l'indifférence, la banalisation, qui était des facteurs de risque. Donc c'était un peu abordé. Alors après, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Et de toute façon, on en revient aussi au fait que enfin, le champ comme de la recherche était quand même centré sur l'individualisation. Je reviens toujours à la même chose, la psychologie. Donc c'est un problème d'addiction. Et l'addiction, c'est un facteur individuel. Et quand on est sur une approche qui ouvre plus vers les dommages, évidemment, pour moi, dans les dommages, ça ouvre plus à une investigation sur l'environnement. Et à partir de ce moment-là, et pour moi, la famille en fait partie. Bien sûr. Alors, peut-être qu'avant de passer aux questions, est-ce que vous avez peut-être d'autres choses à ajouter sur vos actualités, par exemple? On a déjà bien fait le tour, mais je regarde un peu mes notes. Alors, on va peut-être passer aux questions. Alors, je reviens sur la protection des données, on voit bien que les données se constituent surtout un gros problème aujourd'hui avec la création de ces data centers et autres. Est-ce que vous avez au Canada, au Québec ou ailleurs, dans les autres provinces, l'équivalent du RGPD? Quelque chose qui ressemble au règlement, qui est quelque chose européen et qui est en train de se diffuser en Europe et qui est le règlement sur la protection des données personnelles. Oui. Il y a un retour de son. Ok. C'est très difficile de parler comme ça, mais... oui, on a quand même beaucoup d'initiatives actuellement qui se passent au Québec et plus généralement au Canada. Je vous donne un exemple. Récemment, il y a
il y a des nouvelles règles de protection des données, de partage des données, qui touchent, en fait, ça nous concerne directement parce que des données qui appartenaient au ministère, par exemple, des données qui appartenaient, qui étaient du domaine public, là, il faut les protéger, il faut les sécuriser, puis on peut les partager sous certaines conditions. Donc, vous voyez, j'avance et j'hésite un peu parce que ça fait, je vous dirais, un 4-5 mois que cette loi est en train d'être débattue et discutée et implantée en fait dans les différents ministères, dans les différentes institutions, pas juste au niveau des données de recherche, mais au niveau de toutes les données qui sont détenues par les organisations, les universités notamment. Qu'est-ce qu'on peut partager comme information? Si on envoie un courriel à un étudiant, jusqu'à quel point on peut mettre de l'information spécifique? C'est où qu'il y a un risque de disclosure, je ne sais pas c'est quoi le mot, je m'excuse, en français, de dévoilement Oui, ou des données personnelles. Là. Donc oui, il y a cette initiative et je pense que on est en train d'implanter cette loi, mais de la travailler et de la faire évoluer en même temps qu'on est en train de la mettre en place. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais on est dans cette transition. On avait un projet sur l'impact de la COVID sur les jeux de hasard et d'argent. Puis au début du projet, il n'y avait pas encore cette loi. Puis les institutions nous ont promis l'accès aux données. Après 3 ans, on les a sollicités, bien qu'on ait une approbation écrite de leur part. Et on dit, ben là, on ne peut plus. Parce qu'on n'est pas encore prêt on n'a pas encore les protocoles en place pour pouvoir vous partager les données selon la nouvelle loi de protection des données personnelles. Donc tout ça pour vous dire qu'on est dans un chaos total et tout est gelé en ce moment au niveau du transfert des données. Ceci étant dit, moi, ma préoccupation plus grande, c'est au niveau de ce que j'ai mentionné, là, les données qui sont actuellement recueillies par les entreprises, les grosses entreprises qu'on connaît, les Google de ce monde, puis et leurs serveurs, je ne sais pas jusqu'à quel point encore on protège en fait ces données-là. Je peux vous dire que dans les expérimentations qu'on est en train de faire au Chance Lab, en fait, on a commencé quelques petites expérimentations pour tester le laboratoire. On voit très bien que les données transitent par beaucoup de serveurs. Et je pense qu'encore une fois, on est dans la même logique que pour le jeu en ligne. C'est déterritorialisé. On envoie nos données sur une plateforme, mais cette plateforme, elle peut connecter avec d'autres plateformes. Donc, il y a quand même... je pense qu'en Europe, il y a quand même une initiative collective de plusieurs pays. Oui. Et puis, en fait, nous, avec nos voisins du Sud, en fait, beaucoup de nos serveurs sont... Là, avec les changements récents, c'est encore plus dangereux. Donc, voilà. Tout à fait. Question politique. Oui. Merci pour votre réponse. Merci à vous. Si vous le permettez, je pourrais dire quelques éléments sur la remarque de l'absence de régulateur au Canada, ou en tout cas le fait que le régulateur est en même temps un opérateur, ce qui est évidemment une contradiction importante. Je suis désolé, mais tout a disparu. On vous entend, on vous entend. Ah, on savait, bon, pour moi, ça a disparu. Donc, ce qui est certain, c'est que le régulateur ne doit pas prendre d'autre orientation que la voie pénale si on veut vraiment avoir une possibilité d'intervenir. On veut se diriger vers un marché économique ordinaire et donc de banaliser le jeu. Et si on banalise le jeu, eh bien,
il n'y a plus de possibilité alors de prendre des mesures pour amener les opérateurs à protéger les joueurs ou en tout cas détecter les joueurs à risque et de ne plus leur offrir des jeux. Non seulement de publicité, mais je crois qu'ils doivent simplement fermer le compte de jeux en ligne qui est ouvert et rembourser éventuellement même l'argent qui se trouverait sur le compte quand la situation en est arrivée là. Euh, donc, je pense que le discours comme quoi le jeu est une activité économique comme une autre ne doit pas émerger ou en tout cas doit être critiqué en disant que ce n'est pas un jeu, Mhm. une activité. Le jeu n'est pas une activité, disons, ordinaire et elle mérite un règlement et une attention particulière pour protéger les personnes les plus vulnérables qui ont tendance, et il y a effectivement beaucoup d'infractions qui sont reprises. J'avais compté entre 2000 et 2010 à peu près 4 affaires d'assises qui étaient justifiées par des meurtres qui avaient comme objectif de se procurer de l'argent pour jouer chaque année, ce qui veut dire qu'il y avait eu 40 meurtres. Finalement, on m'a répondu, mais c'est rien du tout par rapport au nombre de morts sur la route. Et donc, j'ai abandonné de compter le nombre de méfaits, mais graves, hein, c'était des meurtres. Mais à côté de ça, il y a les, les vols domestiques, les escroqueries, toute une série de manipulations de toutes sortes. Ce ne sont pas des petits méfaits, il y a des choses importantes qui peuvent être prises dans ceux qui jouent et qui ont malheureusement sont dans l'engrenage du jeu, euh, d'une part. Et d'autre part, il y a une autre remarque que je souhaiterais faire, c'est que, par exemple, il est possible de bloquer la pédopornographie, mais on a fait une exception pour le jeu. Je parle ici au niveau européen, et donc pour le jeu en ligne offert par des pays extérieurs à la communauté européenne, ça serait possible, à mon sens, de pouvoir effectivement interdire la pénétration de ces jeux qui viennent de Curaçao ou d'autres régions, mais il faudrait supprimer une interdiction, une exception qui a été prévue dans une directive ou par la jurisprudence, mais il faudra alors clarifier ce débat. Mais je pense qu'il faut continuer le combat pour que ce soit clarifié, qu'on ne puisse pas permettre n'importe quel jeu venant de Curaçao ou de paradis fiscaux de pénétrer dans la zone, dans la zone européenne. Je pense que c'est possible de le faire, mais il faut le vouloir. Et là, au niveau de la volonté politique de prendre des décisions dans ce sens-là, je suis interrogatif. Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une volonté d'empêcher la pénétration de ces jeux pour différentes raisons euh, qui sont plus des hypothèses que des certitudes, et je ne vais donc pas me livrer à des hypothèses maintenant. Ben, merci beaucoup pour votre intervention parce que ça m'invite à dire une chose que peut-être j'aimerais dire, c'est que je considère que les jeux de hasard et d'argent, la façon qu'ils se présentent à nous dans notre société actuelle, ils sont emblématiques de la société capitaliste. Et les gouvernements considèrent ce secteur-là comme un secteur économique important qui rapporte beaucoup à l'État. Et tant que les États comptent sur ces sources de revenus puis ne sont pas prêts à compromettre sur ces revenus qui viennent des jeux de hasard et d'argent, ben on va être toujours dans une approche très expansionniste qui va privilégier l'économie puis l'essor de ce secteur-là au détriment de la protection. Et voilà, donc c'est pour ça que dans le cas du Québec, par exemple, je vais parler du cas du Québec, il y a une résistance forte à ce qu'il y ait un régulateur. Et de la part de la société d'État, mais il faut se rappeler que la société d'État est sous le contrôle de l'État quand même. Donc il y a quand même un soutien. Quand l'État envoie une commande pour
augmenter le revenu de 100 millions, bah, la société d'État exécute les ordres, même si on pointe du doigt la société d'État, mais c'est quand même le positionnement d'un État qui continue à être pas mal dépendant à ces revenus-là. Alors, je crois qu'il y a d'autres questions ou d'autres observations. Moi, j'avais le même. Après, je céderai la parole à Marie parce que je pense qu'elle va prolonger ce que je vais dire. Bon, il se trouve que en ce moment, je travaille sur l'histoire des industries du jeu. Voilà. Et ce qu'on voit, et ça correspond à ce que vous dites, on voit qu'à l'heure actuelle, s'opère un regroupement des industries du jeu, que ce soit d'ailleurs dans les games ou les serious games, comme dans les jeux de hasard et d'argent. De façon, l'un des exemples les plus frappants en France, c'est l'exemple de l'évolution de la Française des Jeux, qui au départ était une entreprise publique, puis ensuite a été en grande partie ouverte à des actionnaires et donc devenue une entreprise privée, même si l'État reste quand même majoritaire, et qui aujourd'hui, par une OPA, devient de s'allier à Kindred. Donc, on a là la constitution d'un groupe absolument énorme et on pourrait faire la même démonstration, j'ai suivi, pour les serious games et les games, avec comment ça s'appelle, Asmodée en France, qui a été racheté par un fonds d'investissement de Paribas PAI et ensuite revendu en grande partie à un très gros fabricant suédois, qui est un consortium international. Donc, ça me paraît très, très difficile de lutter contre ces groupes internationaux qui pratiquent l'exterritorialité en veux-tu, en voilà. Et peut-être ça rejoindra ce que disait Marie, qui a écrit avec Boris Lebout un livre magnifique sur la globalisation des jeux d'argent. Merci beaucoup, Elisabeth. Ça me fait une entrée en matière. D'abord, je vous présente mes excuses parce que je n'ai pas pu me connecter avant et le regrette énormément. Mais j'ai pu voilà, juste saisir la fin, donc vraiment toutes mes excuses. Et effectivement, avec Alors, je me permets, ça sera enregistré, donc vous pourrez écouter de toute façon c'est ce que je sur me suis le dit. corpus. C'est ce que Voilà. je me suis dit. Et non, c'était à la fois une réaction et une question, puisque vous évoquiez cette expansion, cette logique d'expansion, parce que ça rend service aux États. Et alors, pas un contrepoint, mais pour aller complètement dans votre sens, c'est d'autant plus net dans les pays dits du Sud. Quand on voit ce que ça représente, la LONASE, la loterie nationale pour le Sénégal ou pour la Côte d'Ivoire, les taux de croissance, avec une population dont l'âge médian est de 21 ou 22 ans, je veux dire, bon voilà, ils vont pas s'en priver du tout. Et la tendance n'est pas du tout dans ce sens-là. Et donc ça intéresse les États, mais aussi à des échelles inférieures. Et ça devient un outil d'aménagement du territoire pratiquement. Et là, donc j'ai commencé des enquêtes sur les casinos en Occitanie. Et donc ça va être confirmé par l'ANJ. Je pense on a une réunion la semaine prochaine. Mais visiblement, il y a 53 appels d'offres pour de nouveaux casinos qui vont être ouvertes en France, là, maintenant. Il y a 202 casinos, 53 nouveaux. Enfin, c'est-à-dire que c'est... et on voit bien que c'est un intérêt à la fois à l'échelle étatique, mais aussi pour les communes, parce qu'être doté d'un casino, c'est vertigineux en termes de retombées aux échelles communales. Donc, j'en viens à ma question, qui est, mais comme je n'ai pas entendu depuis le début, peut-être que vous avez déjà évoqué ça, dans votre approche du côté québécois, du côté canadien, est-ce que vous avez des prismes ou des chercheurs qui s'intéressent plus précisément à une entrée spatiale, c'est-à-dire par État, et puis après au sein de de chacune de ces entités, peut-être par quartier, et puis encore au sein des quartiers. Enfin voilà, est-ce que cette dimension-là, qui, bon, voilà, en tant que géographe, évidemment, nous touche, mais voilà. Et puis on en parle beaucoup quand vous avez évoqué d'entrée la question de la localisation des serveurs. Donc on est vraiment sur ces enjeux de spatialisation. Voilà, merci. Oui, oui, merci pour votre question. Effectivement, on a fait des études il y a peut-être une quinzaine d'années, puis on a continué à les faire à travers le temps. Nous, ce qui nous préoccupe, et je l'ai mentionné peut-être un peu au niveau de la concentration des problèmes, en tout cas des dépenses, par rapport aux machines, on appelle ça les appareils de loterie vidéo, qui sont des machines à sous, qui sont
qui se trouvent à l'extérieur des casinos. Donc, on a les machines à sous qu'on retrouve ici dans les casinos qui sont identiques dans nos casinos. Les appareils de loterie vidéo ont quelques caractéristiques différentes en termes de taux de retour, la durée des jeux, etc., mais qui sont parachutés un peu dans ce qu'on appelle les bars. Donc, c'est des bars, tavernes où les gens peuvent consommer de l'alcool et éventuellement manger, mais bon, ce n'est pas les grands restos. On a fait du mapping un peu, donc une cartographie de où se trouvent on avait un souci aussi de la proximité de ces machines et leur localisation selon les caractéristiques des voisinages. Et sans surprise, on a retrouvé qu'il y a une concentration de ces machines-là dans des quartiers, les quartiers les plus défavorisés. C'est sûr que de par la structure des quartiers, les quartiers mieux nantis en fait à Montréal sont des quartiers où il y a des maisons et il y a peu de commerce. Donc physiquement, il n'y a pas de lieu où on peut mettre ces machines-là. Et les quartiers plus populeux, il y a beaucoup plus de ces commerces-là où on peut parachuter ces machines. Donc, on a vraiment établi une relation très claire entre la concentration de ces machines et le niveau de défavorisation des quartiers en termes de revenus, en termes d'éducation, en termes de... et ce qui nous préoccupait, c'est qu'il y a des études qui ont montré aussi comment l'exposition des jeunes sur leur trajet quotidien pour aller à l'école et revenir de l'école, cette exposition à ces machines-là est venue un peu influencer leur initiation et la fréquence à laquelle ils jouaient à ces machines. Même les jeunes mineurs là, qui n'ont pas le droit de jouer sur ces machines-là, on sait que les tenanciers de bars ne sont pas tellement à cheval sur le contrôle de l'accès aux mineurs. Donc ça c'est une des choses qu'on a répétées régulièrement. Je vous parlerai peut-être de la dernière étude qu'on a fait avec la santé publique de Montréal. Il y avait un projet de la part de l'opérateur, donc de l'Auto-Québec, d'ouvrir un espace un bar en fait, en face, bar-restaurant, en face de le temple du hockey chez nous à Montréal, donc là où les Canadiens, qui est l'équipe, notre fierté, l'équipe de hockey du Québec se joue pratiquement 2 fois par semaine. Et en face de cette aréna-là, le Centre Bell, ils voulaient ouvrir un restaurant-bar 3 étages et parachuter là-dedans des 200 machines à sous. Donc, et on était contre. Bien sûr, on s'est positionné comme chercheur avec la santé publique pour dénoncer ce parachutage de machines dans un lieu où il y a particulièrement beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de passages et de gens qui transitent par ces lieux-là. Et on a fait de la cartographie. On a montré qu'effectivement, on a montré la composition des résidents. C'est un quartier quand même défavorisé. Puis, on a montré aussi combien de gens transitent par ces lieux-là. Et donc, on a pu quantifier un peu le risque que ça représente en termes de nombre de personnes qui passeraient devant ces nouveaux lieux. Je peux peut-être faire une petite parenthèse pour dire que ce projet-là, l'opérateur a reculé face à pas à cause des chercheurs ni à cause de la santé publique, beaucoup plus, mais c'est aussi parce que les médias ont embarqué, puis c'était à la une de tous les journaux pendant plusieurs jours. Et il y avait aussi des tables de concertation de quartier qui se sont formées, puis qui ont dénoncé un peu cette décision ou l'arrivée de cette nouvelle offre. Donc je vous dirais que c'est vraiment tout ça, et en plus la recherche qui est venue à l'appui pour dire scientifiquement, on a des données qui démontrent qu'il y a un risque. Je pense que c'est une des rares fois où la société d'État a décidé. Et les politiciens ne voulaient pas de scandale non plus. Donc, voilà. Merci beaucoup. Puis ça conforte cette approche comme quoi l'implantation et la diffusion, c'est une sorte de lutte des places aussi.
Alors, il n'y a pas que l'enjeu spatial, mais une lutte des places. Et ce que vous venez d'expliquer, c'est une façon de résister en montrant. Et puis, comme vous dites, les médias le peuvent reprendre facilement. C'est visuel, ça saute aux yeux. Et donc, ça permet de rendre ostensible la stratégie et l'organisation de la dépendance, en fait. Enfin, de la dépendance. En tout cas, l'organisation de cette entrée. Oui, puis je vous dirais peut-être juste un dernier point, c'est qu'on pense que, parce que nous, le problème, c'est pas un problème, mais la configuration qu'on a actuellement, c'est que l'opérateur fait partie de la machine gouvernementale. Donc on a une société d'État qui existe et on pense que, vous savez, la machine gouvernementale n'est pas une entité homogène. Il y a beaucoup de diversité et de positionnement à l'intérieur de cette machine-là. Donc il y avait même à l'intérieur de la machine gouvernementale, je vous donne juste un exemple, le ministère des Finances était totalement pour cette initiative, appuyer la société d'État pour aller de l'avant avec cette offre, alors que la santé publique, à l'intérieur de la santé publique, il y avait des gens pour et des gens contre, le secteur économique. Donc, et je pense que la science vient un peu donner l'heure juste. On n'a pas beaucoup d'emprise, on n'a pas beaucoup de poids dans la prise de décision, mais quand même, on vient conforter les gens s'ils veulent résister à l'expansion de l'offre. On vient leur donner un peu des outils quand même assez reconnus, appréciés par la population et qui vont être pris par les médias pour faire le travail vraiment de sensibilisation ou d'alerte auprès de la population, qui va faire reculer peut-être le politique. J'avais encore juste une petite chose à dire. Pardon. Oui, alors, je veux dire que moi, j'ai travaillé sur le jeu à travers l'histoire, hein, les jeux de hasard et d'argent à travers l'histoire, et où il y a eu le régime en France, en tout cas, ça a été celui que vous indiquiez pour le Québec, et ce qui est toujours le même aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était interdit sous la monarchie et des dérogations à partir du moment où il y a la création de la Loterie royale de France au XVIIIe siècle. Bon, alors il y a eu des phases dans l'histoire de France où les gouvernements ont voulu carrément supprimer les deux jeux d'argent. Et en réalité, ça a été une catastrophe parce qu'on a vu immédiatement fleurir les officines clandestines et le jeu clandestin. Donc, si vous voulez, je suis d'accord avec vous, il faut réguler. Mais je ne crois pas à la suppression. Pour moi, je l'ai trop vu à travers les siècles, sur 3 siècles, et c'est terrible. Je peux vous parler à quelqu'un qui était très en faveur de la légalisation du cannabis au Canada. Puis je pousse encore avec d'autres collègues à légaliser toutes les drogues. Donc je pense que le bannissement n'est pas la solution. En fait, bien au contraire, parce que si on bannit, comme vous le dites justement, on va voir émerger le marché alternatif, le marché noir. Et premièrement, on ne veut pas se lancer dans une bataille contre le marché illégal. Deuxièmement, si on permet les jeux de hasard et d'argent, et ça s'applique aussi aux drogues, etc., on contrôle mieux le produit. Là, on ne le fait pas pour le jeu. En tout cas, au Québec, on n'a pas de contrôle sur la qualité du produit ou le risque du produit parce qu'on n'a pas de régulateur. Je pense que vous avez l'Autorité nationale des jeux qui fait un excellent travail de regarder les jeux, puis à un moment donné, si il y a un risque accru pour certains jeux, on va peut-être pas interdire, mais limiter cette offre. Mais je vous dirais, l'autre point important, c'est que si on était dans l'interdiction, en tout cas l'interdiction du cannabis au Canada, c'était considéré comme criminel. Et on était très liés au niveau des actions préventives qu'on pouvait faire. On ne pouvait pas aller dans les écoles puis parler ouvertement, ni aux parents, ni aux élèves, de comment il faut consommer. Parce que les jeunes, à 40%, consommaient du cannabis, mais on ne pouvait pas leur dire consommer de cette façon, puis faites attention, parce que c'était perçu comme étant contre la loi, puis c'est comme si on les encourageait. Alors que si on légalise, on a quand même une plus grande marge de manœuvre d'en parler et de faire de la prévention qui, on espère, serait efficace, puis accompagnerait les jeunes.
les jeunes vont consommer et du cannabis et de l'alcool et éventuellement ils vont jouer à des jeux de hasard et d'argent. La question, c'est de leur donner les outils pour qu'ils le fassent avec plaisir et sans excès. Voilà. Si je puis me permettre, j'interviens comme juriste. C'est pas tout à fait le même modèle chez nous, s'agissant des jeux. Elisabeth l'a bien dit, c'est un principe de prohibition avec des exceptions. C'est très subtil. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, l'initiative n'est pas la même. Voilà, elle est beaucoup moins libre. Moi, je pense que ce modèle-là est plus équilibré qu'une libéralisation complète. Mais bon, ça serait un autre débat. Voilà. Ça permet, c'est vrai, à l'État, Ça fait des séminaires là-dessus. à l'État de maintenir, d'avoir la main là-dessus. Oui. Ça peut paraître hypocrite, parce qu'en effet, il y a des exceptions, puis quel type d'exception, etc. Mais le modèle totalement libéral, je ne sais pas si ça serait plus contrôlable. Voilà, mais bon, c'est un autre débat. Non, mais c'est pas ce que proposait Non. Sylvia. Je pense qu'elle est pour un modèle parce que effectivement, on l'a bien vu sur le cas du cannabis. Par exemple, aux États-Unis, c'est une légalisation, comme tu le dis, complètement libérale, c'est-à-dire c'est le marché. Oui. Alors que ce qu'ils font au Québec, c'est tout à fait autre chose. C'est une légalisation avec une régulation qui est un couple. Très forte. Une régulation très forte. C'est-à-dire que pas d'affichage. Oui, oui, c'est ça. Contrairement aux jeux d'argent, une boutique qui vend du cannabis, on ne voit rien du tout, etc., etc. Parce que le danger, pas de... dans les autres provinces et aux États-Unis, c'est un secteur économique qui est né là avec le cannabis. On marche dans les rues, puis il y a des boutiques un peu partout, très, très intéressantes. En fait, c'est avec beaucoup de promotions. Puis au Québec, premièrement, on n'est pas sous le contrôle du ministère des Finances, mais sous le contrôle du ministère de la Santé. Oui. Ça, c'est la grosse différence. Puis on aimerait que les jeux de hasard fassent ce saut-là. Et puis, on a une société d'État, aucun affichage. Les magasins, c'est comme des pharmacies. Tout est fermé, puis il n'y a aucune promotion. Donc la personne rentre, demande un produit, on donne l'indication sur ce que c'est le produit, mais pas de promotion. Et tout l'argent qui est généré par la société d'État, par la SQDC, la Société québécoise du cannabis, va pour la recherche et la prévention. Donc il n'y a aucun sou qui rentre dans les coffres de l'État. Tout s'en va vers la prévention et la recherche. D'accord. Ouais. Un autre sujet. Un autre sujet, oui. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais annoncer peut-être la fermeture des débats. Oui, je veux bien. Merci à vous. Alors en effet, d'abord Sylvia, tous mes remerciements. Moi j'étais ravie d'abord de vous rencontrer en chair et en os. J'ai eu ce privilège. Et puis merci aussi aux fidèles qui sont là et à ceux qui se sont visiblement, qui sont intervenus un peu plus tard. Mais vous avez de toute façon, tout est enregistré et mis sur le site. Voilà. Et donc je vous annonce la suite du programme. Notre prochain intervenant est Monsieur Jacques Arène. Donc, il interviendra le 26 mars de 14h à 16h. Et donc, il est psychologue, psychanalyste, psychothérapeute. Et donc, nous parlerons ensemble de jeux, de littérature et également de faits religieux. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre attention et je vous dis au 26 mars.